Alors bonjour à tous, je suis Lisbeth, je suis là avec ma collègue Linda et aujourd'hui on va vous présenter le dosage biochimique de la bilirubine totale et bilirubine directe. Dans cette session, on va passer aux différents chapitres. Donc je vais commencer par une petite introduction de notre société et après on continue par le contexte et le matériel qui est requis pour faire la bilirubine. Après, on passerait par le principe et les points clés. Et aussi, il y a une procédure, une démonstration de la procédure de la bilirubine, soit avec un seul échantillon, mais on va aussi vous montrer comment il faut le faire avec 5 échantillons à la fois. Après, il y a la partie résumée et il y a aussi pour l'opportunité pour vous à poser des questions. Et je vais faire mon mieux de les répondre. Alors, commençons par l'introduction. Nous sommes Cypress, on est basé en Belgique, on a été fondé il y a 30 ans. Donc, nous, on est aussi certifié ISO et nous sommes des spécialistes au domaine diagnostic in vitro. L'année passée, on a vendu 75 millions de tests par an et le but vers 2030, c'est d'aller à 100 millions de tests par an. On veut bien que chaque laboratoire soit bien équipé et qu'ils ont tous les matériaux sur place et aussi les informations à faire des bonnes analyses. C'est pour ça que nous travaillons aussi d'une façon sur plateforme. Ça veut dire qu'on offre les analyseurs biochimiques au niveau automatique et semi-automatique comme le Vision et le Elite. Deuxièmement aussi, on a les réactifs et les calibreurs et les contrôles pour bien vérifier si les analyses sont bien faites. Au-delà de ça, on a aussi les consommables et on donne aussi l'assistance et la formation sur nos produits. Notre engagement, c'est de vous fournir toujours la bonne qualité et de répondre à votre satisfaction. Ça veut dire que 45% de nos employés, ils sont directement liés et dédiés à la qualité des produits et à votre satisfaction. Donc, soit ils travaillent dans le contrôle des qualités ou dans le département des affaires réglementaires, soit aussi dans l'assistance et de formation, comme ma collègue Linda. Aussi important de savoir, nous, on fait plus de 100 formations par an en interne, bien pour recycler, mais aussi pour actualiser toutes les compétences de notre équipe. De cette façon, les procédures sont répétées plusieurs fois par année et de cette façon, on sait vous garantir d'avoir toujours la bonne performance et la bonne qualité de nos produits, lot après lot. Avant de commencer aller plus profond en bilirubine, je veux bien stipuler qu'il est vital pour le patient que chaque résultat qui sort le laboratoire, c'est clair, c'est correct et c'est cohérent. Quand il y a un patient qui passe à l'hôpital, soit à un laboratoire et le sang a été pris, il faut bien déterminer ces valeurs dans ce sang-là. Mais il y a deux façons de faire. Soit on le fait sans faire les contrôles, sans des bonnes pratiques de laboratoire, sans vraiment maîtriser les méthodes, comment il faut le faire, et ça va toujours rendre des résultats faux. Ça va avoir un impact grave sur le patient. Autrement, si on le fait d'une façon bien avec les contrôles, bien avec les bonnes pratiques de laboratoire, bien avec les méthodes et bien exécutées, alors on arrive toujours à un résultat qui est clair, qui est correct et qui est aussi cohérent. Et de cette façon, on sait vraiment aider les patients. D'accord. Alors, on va commencer par la partie bilirubine et je vais passer la parole à Linda pour vous expliquer le contexte et le matériel qui est requis. Pour vous donner un peu de contexte, qu'est-ce que c'est la bilirubine et à quoi sert-elle? Dans le corps, quand des vieux globules rouges sont dégradés, de la bilirubine est produite, puis traitée par le foie et ensuite éliminée du corps.
quand le taux est trop élevé, ça peut nous donner de l'information. Ça peut avoir deux causes. Soit il y a trop de dégradation, ça peut être un signe d'une anémie hémolytique. Ça peut aussi être une mauvaise élimination de bilirubine. Par exemple, une maladie hépatique, mais aussi une obstruction. Comment est-ce qu'on peut savoir lequel des deux causes c'est? Mais c'est là que les tests BILD et BILT vont nous aider. Il y a deux formes bilirubine. Il y a le conjugué. Celui-là, on peut mesurer en direct dans le sang. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la bilirubine directe, c'est le BILD. Il y a aussi une forme libre. Celui-là, on ne peut pas mesurer en direct dans le sang parce qu'il est insoluble dans l'eau. Donc ici, on va ajouter du DMSO dans le réactif. Mais après ça, on va mesurer les deux formes. Donc, on va mesurer le conjugué plus le libre en même temps. Ce test-là, on appelle la bilirubine totale ou le BILT. Donc, pour savoir la concentration du bilirubine libre, on va simplement faire la différence entre le BILT et le BILD. Et c'est pour ça, parce qu'on ne peut pas le mesurer en direct dans le sang, mais on va le calculer, que cette forme-là, on appelle aussi la bilirubine indirecte. Et quelle est la signification clinique de ça? Quand des vieux globules rouges sont dégradés, c'est la bilirubine libre qui est produite et c'est seulement quand ça a été traité par le foie qu'il devient conjugué. Donc, lequel des deux formes est élevé, ça va nous donner de l'information si le problème se trouve avant ou après le foie. Nos trousses bilirubines sont prévues d'être utilisées pour des mesures quantitatives dans des échantillons de sérum ou plasma humain. On ne peut jamais faire de la diagnostic basée sur seulement un test. Il faut toujours intégrer les données cliniques et les autres paramètres de laboratoire. Quel matériel est requis pour ce test? Mais d'abord, il faut une trousse bilirubine directe et ou totale, qui sont disponibles ou combinées ou séparées. On a aussi besoin de spectrophotomètre ou un colorimètre, comme par exemple le Cyan Smart, Vision ou Elite, plus des cuves adaptées. Et au dernier et très important, on a besoin d'un chronomètre numérique. On arrive maintenant aux principes et poids clés. On va commencer avec les poids clés et puis on va expliquer pourquoi ils sont tellement importants. Et comme ça, on va arriver automatiquement aux principes. En quoi le test bilirubine diffère-t-il des autres dosages? Mais d'abord, la bilirubine est sensible à la lumière. Donc, il faut protéger vos tubes à échantillons. La bilirubine est stable pendant 4 jours entre 2 et 8 degrés. Et tant qu'ils sont dans le frigo, ils sont bien protégés. Mais le moment que vous voulez les sortir pour les faire venir à température ambiante avant de faire votre test, il faut mieux prendre des précautions additionnelles, comme les protéger par du papier aluminium ou les mettre dans une armoire ou dans une petite boîte en carton. Deuxième point clé, c'est que le respect des temps est essentiel. L'incubation dure exactement 5 minutes à température ambiante. Le principe d'une réaction colorimétrique est assez simple. On ajoute un réactif qui va réagir avec la bilirubine et former une couleur rouge. L'intensité de cette couleur est proportionnelle à la concentration en bilirubine. Comme vous pouvez voir sur la photo, quand la concentration est plus élevée, la couleur rouge est aussi plus forte. Pour former cette couleur, il faut un certain temps de réaction. Donc cette réaction a une étape d'incubation. Le test bilirubine, c'est ce qu'on appelle un dosage en poids final, parce qu'on fait la mesure en un seul poids de temps. Dans un dosage en poids final normal, on a d'abord l'incubation, pour après arriver dans une zone stable où l'absorbance ne change plus. C'est à ce moment-là qu'on va faire la mesure. En général, on a assez de temps pour faire ça, par exemple 30 minutes ou 60 minutes. Mais pour le test bilirubine, il n'y a pas de zone stable. Comme vous pouvez voir sur le graphe rouge, ici, l'absorbance continue à monter. C'est pour ça qu'on doit faire la mesure après exactement 5 minutes, parce que c'est la seule manière pour s'assurer que chaque test qu'on fait
pour chaque patient et aussi pour les calibrations et les contrôles sont faits à exactement la même façon. Alors, on arrive au point clé 3. Pour la bilirubine, il y a un blanc d'échantillon qui est requis. Donc, vous avez besoin de 2 tubes par patient. Une pour le bruit de fond de l'échantillon et une pour la vraie réaction. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si je vous demanderais de trouver la différence entre tube 1 et tube 2, vous me diriez, je ne vois pas. Et c'est vrai, à l'œil, on ne sait pas le voir. Mais quand même, il y a une différence entre les deux. Tout d'abord, le premier tube, c'est vraiment la réaction colorée qui vient de la bilirubine. Donc, c'est vraiment une interaction entre le réactif et le paramètre bilirubine. Le deuxième tube, c'est justement une interférence de l'échantillon. Donc, on a la couleur de l'échantillon qui est un peu diluée par le réactif. Donc là, il y a une grande différence entre les deux et ça rend en fait la bilirubine plus complexe à mesurer. Deuxièmement, en biochimie, il y a 2 types de réactions. Il y a en fait des réactions fortes et il y a les réactions faibles. Quand on a une réaction forte, alors on va voir une grande différence entre le bruit de fond qui vient de la couleur de l'échantillon et la réaction même qui est faite par une interaction entre le paramètre et le réactif. Et donc, si c'est une réaction forte, la différence est grande, comme vous voyez sur la photo. Mais malheureusement, la bilirubine, c'est une réaction faible. Et là, on ne sait pas changer la nature. En fait, c'est comme ça. Même comme fabricant de la bilirubine, on ne sait pas changer le type de réaction. C'est comme ça. Mais ça veut dire aussi qu'il y a peu de différence entre le fond de l'échantillon, donc la couleur de l'échantillon, et la réaction même. Et donc, pour ne pas se tromper et pour que l'appareil sait aussi bien faire la différence, on va faire 2 tubes. En plus, il faut bien prendre en compte que le fond de chaque échantillon peut être différent. Donc, il y a une grande variation entre les différents échantillons. Ils peuvent avoir des couleurs rouges, jaunes, vertes quand même, orange. Donc, il y a beaucoup de différentes couleurs d'échantillons. Vous voyez 3 tubes là-bas. Le premier, il est rouge foncé. Le deuxième, il est moins clair. Et en fait, le troisième, il est encore plus foncé. Mais ceci ne veut rien dire à la concentration de bilirubine dans cet échantillon-là. Alors même ici, la concentration de bilirubine en échantillon 2 peut être plus haute que celle en échantillon 3. Et c'est pour ça qu'il faut un blanc d'échantillon pour chaque échantillon. Alors, quand on arrive au principe du blanc d'échantillon, on a toujours 2 tubes par échantillon. Un pour mesurer le fond et deuxième pour mesurer la réaction. On a le fond d'échantillon et le deuxième tube, on a le fond d'échantillon plus la vraie réaction colorée de la bilirubine. Et quand on va faire la différence en absorbance, alors ça va être proportionnel à la concentration en bilirubine. Il est important d'utiliser la bonne terminologie. Et donc, aussi dans tout ce qui va suivre dans cette présentation, on va toujours utiliser les mêmes termes. Donc, quand on parle du fond de l'échantillon, on parle d'un blanc d'échantillon. C'est justement un seul réactif plus l'échantillon. Pour le deuxième tube, on met toutes les réactifs ensemble, donc le bilirubine direct, la grande boîte et la petite boîte, le réactif N. Et là, on va aussi avoir la coloration de la bilirubine. Et donc là, on va l'appeler l'échantillon. Et la différence entre les deux va vous donner une idée sur la concentration de bilirubine dans cet échantillon-là. Ben voilà, on arrive à la procédure avec démonstration. D'abord, je vous rappelle les différentes étapes qu'il faut suivre avant qu'on est prêt pour mesurer des échantillons patients. On va toujours commencer avec un auto-zéro, puis on va faire le blanc de réactif.
Quand c'est la première fois qu'on fait ce test, il faut faire une calibration. Et pour vérifier si la calibration était correcte, on va faire des contrôles. Et c'est seulement quand les contrôles de qualité sont bons qu'on peut commencer à mesurer des échantillons patients. Je ne vais pas faire l'auto-zéro aujourd'hui parce qu'il est égal pour chaque test et on a déjà montré ça à un webinaire précédent. Je commence avec le blend réactif parce qu'à partir de cette étape, c'est différent pour la bilirubine. Une petite remarque, pour le CN Smart, c'est pas le cas. Là, le blend réactif, c'est exactement le même que toujours. On va mesurer seulement un réactif et on va faire une mesure. Mais pour le CN Vision, c'est différent. Là, on va faire deux mesures. Dans un premier tube, on va mesurer le réactif T et dans un deuxième tube, on va mesurer les deux réactifs ensemble. Ce qu'on fait ici, c'est une amélioration et ça va vous aider à obtenir des résultats plus précis. Vous pouvez toujours consulter la direction d'automatisation pour bien retenir tous les volumes et les différentes étapes à suivre. Encore une petite remarque, je vais montrer maintenant sur le CN Vision, mais à partir d'après le blanc, tout est égal aussi pour le CN Smart. Ici, vous voyez les directions d'automatisation qui expliquent comment faire le blend réactif. Donc, on va avoir besoin des deux tubes. On va faire le blend réactif et le réactif. Et on commence avec le réactif T qu'on va mettre dans les deux tubes. Puis, on ajoute le réactif N dans le deuxième tube. On va mélanger et puis on va mesurer les deux. Je vais vous montrer. On commence avec la préparation des deux tubes. On va toujours travailler dans deux rangées. La rangée avant pour les blancs, donc ici c'est le blanc de réactif, et la rangée arrière pour le réactif. Je commence maintenant avec le 750 microlitres de réactif T. C'est le réactif T que j'ai déjà à les côtés. Ça, je vais mettre dans les deux tubes. Donc ici, c'est le blanc de réactif. Et ça, c'est le réactif. Puis le réactif N, j'ai à les côtés ici. Celui-là, il faut seulement pipeter dans le deuxième tube. Donc c'est le tube réactif. Puis on mélange. Maintenant, je suis prêt pour mesurer. Vous pouvez voir, l'appareil va indiquer quel tube il faut offrir d'abord. Donc, on commence avec le tube, le blanc de réactif. Donc, c'est dans la rangée avant. On va l'offrir. Aspirer. Et vous pouvez voir que l'appareil commence à mesurer le premier DO. Et à un certain moment, il va s'arrêter et il va demander le deuxième tube qui est le réactif. Donc là, j'offre le deuxième tube. Et l'appareil va mesurer le deuxième DO. Après les blancs, on est prêt pour faire la calibration. On peut vous offrir le calibrateur biochimie avec référence HBC 03 pour faire cette étape. Je vous rappelle encore le point clé 3, que le blanc d'échantillon est requis. Donc, il faut 2 tubes par patient. Ceci, c'est le cas pour les échantillons patients, mais aussi pour le calibrateur et pour les contrôles. C'est toujours le même principe. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, comme a expliqué ma collègue Lisbeth, dans le premier tube, on essaye de mesurer l'interférence de l'échantillon. Pour faire ça, on va ajouter seulement un réactif. Et dans un deuxième tube, on va mesurer le bruit de fond et en plus la réaction spécifique. Et pour ça, on va ajouter les deux réactifs. Donc, on va toujours travailler dans la même façon, dans une ordre spécifique. Comme ça, c'est facile à retenir et ça nous donne assez de temps pour faire toutes les différentes étapes. On va commencer avec le 100 microlitres de calibrateur qu'on met dans les deux tubes.
Puis on ajoute le réactif N, celui-là seulement dans le deuxième tube, qui est le tube calibrateur. On va mélanger. Au moment qu'on ajoute le deuxième réactif, c'est là où on va lancer le chronomètre pour commencer les 5 minutes d'incubation. Et puis, on va mélanger. Je vais vous le montrer aussi. Je commence de nouveau avec la préparation des deux tubes. Dans la rangée avant pour le blanc de calibrateur, dans la rangée arrière pour la calibrateur. Je commence avec le pipettage du calibrateur, le 100 microlitres, calibrateur ici. Ça, je mets dans les deux tubes, donc le blanc de calibrateur et le calibrateur. Le réactif N, on met seulement dans le deuxième tube, le calibrateur. Et je vais mélanger. Puis au moment que j'ajoute le réactif T, il faut lancer le chronomètre. Donc, exactement au même moment, je lance le chronomètre que j'ajoute le réactif. Et puis, je mélange. Donc, ici, c'est le blanc de calibrateur. Et on va aussi préparer le tube calibrateur. Et pour ça, on va attendre exactement 30 secondes. Parce que ça, c'est facile à retenir. Donc, on va aussi ajouter quand le chronomètre est à exactement 30 secondes. Et maintenant, les 5 minutes d'incubation ont commencé. Donc, il est important qu'on respecte ces 5 minutes exactement à température ambiante. Donc, je vais vous donner un petit schéma, ce qui est en train d'arriver maintenant. Ce que Lina a fait, elle a préparé le blanc de calibreur au temps 0. Et donc, il faut la mesurer exactement après 5 minutes. Donc, on va le mesurer à 5 minutes. Deuxièmement, elle a préparé le calibreur à 30 secondes. Donc, une fois qu'elle a mélangé, elle a aussi compté jusqu'à 5 minutes de plus. Donc, on va aussi la mesurer à 5 minutes 30. Donc, de cette façon, avec les deux tubes à la fois, on peut exactement mesurer à 5 minutes. De cette façon. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On est en train de faire la calibration. Donc, ça veut dire que l'intensité de la coloration, elle est proportionnelle à la concentration en bilirubine. Donc, ce que on va déterminer maintenant, c'est le facteur, puisque la concentration en bilirubine, elle est égale à l'absorbance bilirubine, donc la différence entre les deux tubes, fois le facteur. Et comment faut-il obtenir ce facteur? Alors, quand on le voit au niveau mathématique, on va voir qu'il y a deux inconnus, il y a deux invariables. Tout d'abord, la concentration du calibreur que moi j'ai indiqué en vert, et il y a l'autre côté, l'absorbance, la différence en absorbance du calibreur et le blanc du calibreur. Commençons par la partie verte. Pour la concentration du calibreur, on a une valeur connue, vu que dans chaque trousse, il y a le tableau fourni qui vous donne en fait cette valeur de bilirubine directe et bilirubine totale pour chaque lot séparément. Après, en fait, il faut encore déterminer les différentes absorbances. Et ces différentes absorbances, on vient de faire. Donc, Lina vient de pipetter les deux tubes et on va les mesurer exactement à 5 minutes. Donc, on va avoir
cette information de la feuille en verte et deuxièmement, le bleu de le faire en vrai, alors cette façon, on peut déterminer le facteur. Voilà, il y a encore 1 minute 30 secondes qui restent avant qu'on va mesurer. Je vais profiter du temps de vous dire que dans l'appareil, il y a 2 facteurs déjà préprogrammés pour la bilirubine totale et pour la bilirubine directe. On ne voit pas. Ici, on ne le voit pas, mais c'est pas grave. Mais donc, ça veut dire que vous pouvez utiliser et commencer par travailler avec ce facteur-là. Mais il faut toujours vérifier si ce facteur est correct. Et comment on fait ça? Il faut mesurer la contrôle de qualité. Si les contrôles de qualité sont bien dans la gamme, le facteur est correct et vous pouvez continuer. Si les contrôles de qualité ne sont pas dans la gamme, il faut déterminer la facteur vous-même et de faire en fait ce type de procédure. D'accord. Il y a 30 secondes qui restent. Ce que je viens de faire aussi, c'est ici, il faut choisir entre le calibrateur ou le facteur préprogrammé. Et puis, il faut choisir le lot que vous allez utiliser du calibrateur. Maintenant, on regarde le chronomètre, donc on va se préparer. L'appareil demande aussi quel tube à offrir d'abord. Et il faut aspirer à exactement 5 minutes. De nouveau, l'appareil va mesurer le premier DO. Et au moment, il va s'arrêter et il va demander le deuxième tube, le calibrateur, qui se trouve dans la rangée arrière. Ça, il ne faut pas offrir tout de suite parce qu'on va attendre jusqu'à le chronomètre et à exactement 5 minutes 30. Et voilà, on va aspirer. Et la mesure est faite. Vous voyez maintenant que l'appareil demande de faire encore 2 répétitions. Donc, les répétitions. Le test bilirubine est plus critique que d'autres tests. Et c'est pour ça qu'il faut mieux faire 3 répétitions. Et il faut que les valeurs se trouvent assez proches l'un de l'autre. Ça va nous aider d'avoir des résultats plus précis. Donc, pour faire ça, je ne vais pas vous faire attendre encore 2 fois 5 minutes. Il faut simplement répéter exactement ce qu'on vient de faire maintenant. Après les 3 répétitions, on va avoir les 3 résultats et il va calculer 3 fois un facteur. Quand la calibration a bien réussi, ça veut dire que les résultats sont assez proches l'un de l'autre. L'appareil va calculer le facteur moyenne. Comme ici, il est de 10,10. Et ce facteur-là, il va utiliser pour calculer vos résultats, vos concentrations de bilirubine dans les échantillons. Après, il faut encore faire des contrôles qualité. Donc, quand la calibration a réussi, ça veut seulement dire que vous avez travaillé d'une manière précise et consistante. Mais ça ne peut pas exclure que vous avez fait une erreur, par exemple, dans un volume de pipettage ou dans le temps d'incubation. C'est aussi possible qu'il y a une contamination dans le réactif ou même le calibrateur est dégradé. Pour être sûr qu'il n'y a pas eu un problème et que le facteur que vous avez obtenu est correct, la seule manière pour assurer ça, c'est faire des contrôles de qualité. Les contrôles de qualité, ils se font exactement de la même façon que le calibreur que je viens de vous montrer. Vous pouvez voir ça sur les directions d'automatisation ici à côté. On commence avec le 100 microlitres de contrôle qu'on va mettre dans les 2 tubes. On va ajouter le réactif N seulement dans le deuxième tube, qui est le tube de contrôle. Et puis, on va ajouter le deuxième réactif dans les 2 tubes, mais avec 30 secondes de décalage. Après, on va mélanger et incuber et on va aspirer à 5 minutes et à 5 minutes 30. L'appareil va vous demander de commencer avec le contrôle normal et puis le contrôle pathologique. Et il faut toujours commencer à aspirer avec le blanc de contrôle et après le tube de contrôle. Le but, c'est d'obtenir des valeurs qui se trouvent dans la plage. Là, seulement quand les résultats se trouvent dans la plage, ça veut dire que le facteur que vous avez obtenu est correct et vous pouvez commencer à mesurer les échantillons patients.
Nous avons créé une vidéo qui explique ces étapes ici, donc le plan de réactif, la calibration et les contrôles, et qui explique aussi comment programmer ces valeurs de la plage des contrôles. Puis, quand les contrôles sont bons, maintenant on peut commencer à mesurer des échantillons patients. La procédure est exactement la même que pour la calibration. Et au lieu de vous le montrer encore une fois, on va faire un peu différente. Nous avons créé une deuxième vidéo qui est seulement sur les échantillons, qui existe de deux parties. La première partie, c'est la mesure d'un échantillon, mais vous connaissez déjà, comme c'est la même chose que pour le calibrateur. Mais la deuxième partie du vidéo, ça explique comment faire 5 échantillons à la fois et pour faire ça plus vite que attendre 5 minutes pour chaque échantillon. Donc, on va vous le montrer maintenant.
Ben voilà, ça c'était la vidéo sur les échantillons. On espère qu'ils sont très utiles pour vous. Donc, cette vidéo explique comment mesurer un échantillon et aussi les 5 échantillons. Et il existe donc aussi une deuxième vidéo qui explique la calibration et le contrôle. Et celui-là sera très bientôt disponible sur notre site aussi. Je vous rappelle aussi les directions d'automatisation qui sont assez utiles pour retenir les volumes et les différentes étapes à suivre. Comme ici montré pour le blanc, le réactif, on a ça aussi pour la calibration et pour les contrôles. Il y a un deuxième schéma qui explique aussi comment faire les 5 échantillons à la fois. C'est exactement la même chose que sur la vidéo. On commence avec l'échantillon qu'on va mettre dans les 2 rangées de tubes et puis on ajoute le réactif N seulement dans la rangée arrière. Et quand on ajoute le deuxième réactif, on va lancer le chronomètre. On commence avec le blanc d'échantillon et puis l'échantillon. Et on fait chaque échantillon avec 30 secondes de décalage. Et après les 5 minutes d'incubation, on va faire la même chose avec l'aspiration, aussi avec 30 secondes de décalage et dans le même ordre. Ceci nous met à la fin de la présentation par laquelle je vais faire un petit résumé pour vous. Et donc, la bilirubine, elle est bien différente que autres méthodes et autres méthodes, point final. Tout d'abord, il faut protéger la bilirubine contre la lumière, vu qu'elle est sensible à la lumière. Donc, protégez vos tubes à échantillon et les mettez dans le noir du moment qu'ils sont hors du frigo. Deuxièmement, on vient de parler de 2 tubes par patient. Donc, le blanc d'échantillon, c'est requis et c'est bien fait pour éliminer l'interférence de la coloration de l'échantillon. Troisième point, le respect de temps, il est essentiel. L'incubation doit être faite exactement à 5 minutes. Et pour ça, on vous a donné les schémas afin de faire 5 échantillons à la fois. Pour terminer cette session, je vais aussi indiquer qu'on a un site de formation en ligne. Vous voyez en fait l'adresse là-bas. Qu'est-ce qui est sur le site? Là, vous pouvez s'inscrire pour la prochaine formation, mais à partir de la semaine prochaine ou la semaine après, on va aussi y mettre toutes les vidéos, toutes les séances qu'on a déjà données. Et là, vous pouvez revoir les choses. Aussi, ce vidéo sur la bilirubine va être disponible sur ce site-là. Deuxièmement, on va aussi postuler le programme des formations à venir. De cette façon, vous pouvez voir ce qui pourrait être intéressant pour vous.